Salut et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui sur le thème de l'amour. Alors oui, vous pensez avoir affaire au Joker, mais comme la Saint-Valentin approche, il m'a fait ce petit cadeau de me laisser tourner cette vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors, merci Joker. Mouah. Au programme donc, 3 histoires d'horreur, dont 2 spécifiques à cet événement normalement romantique. Alors pour remercier Joker et lui envoyer une bonne grosse d'amour, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo à un maximum de monde, que ce soit à votre copine, à votre copain, votre meilleur ami, votre famille, enfin plein de monde pour qu'il y ait un maximum de vues. Bon, maintenant après avoir envoyé un maximum d'amour au Joker, je ne sais pas si je me trompe, mais je vous sens prêt pour votre dose de frissons. Alors, c'est parti! Et je vais vous raconter l'histoire de Carla. Carla a 26 ans et elle est infirmière à domicile. Elle explique que son travail lui prend énormément de temps dans son quotidien car elle travaille dans une région où elle effectue de longs trajets en voiture pour se rendre du domicile d'un patient à un autre. Alors, on peut clairement s'imaginer qu'elle vit en campagne, même si elle ne nous le précise pas. Carla, elle aime son travail, bien qu'il soit fatigant et qu'il lui prenne énormément de temps. Et de ce fait, Carla n'a pas vraiment le temps de s'occuper d'elle et depuis sa dernière rupture amoureuse, elle n'a pas réellement pris le temps de rencontrer quelqu'un. On est au mois de janvier et Carla intervient chez une patiente qu'elle ne connaît pas, une certaine Madame Leblanc. Elle fait donc les 35 minutes de route pour arriver au domicile de Madame Leblanc, une vieille dame d'une 60aine d'années, souriante et agréable. Carla réalise les soins qu'elle devait faire à la patiente et tout se passe parfaitement bien. Après quelques échanges de politesse avec la cliente, Carla convient d'une autre date pour poursuivre les soins parce qu'elle doit intervenir chez Madame Leblanc une fois par semaine pendant un mois. Lors du second rendez-vous, Carla et Madame Leblanc échangent davantage et comme à son habitude, Carla discute de tout et de rien avec ses patients. Mais elle évite de parler de sa vie privée, sauf avec certains clients qu'elle connaît depuis des années. Mais très vite, Madame Leblanc engage la discussion et raconte différentes histoires personnelles. Carla écoute Madame Leblanc et ça la met clairement dans un climat de confiance. Puis, Madame Leblanc demande à Carla si elle a quelqu'un dans sa vie. Et bien qu'elle n'aime pas parler de sa vie privée, elle indique à Madame Leblanc que malheureusement, non. Les soins étant terminés, Carla se dirige vers la porte tout en indiquant à sa patiente qu'elle passera à la même heure la semaine prochaine. En quittant la maison, Carla s'installe dans sa voiture qui se trouve dans une petite allée sur le côté droit de la maison et en tournant la tête vers le domicile de Madame Leblanc, elle remarque qu'une lumière est allumée à l'étage et au moment où elle regarde vers la fenêtre, le rideau se ferme brusquement. Carla se questionne, elle pensait que Madame Leblanc vivait seule, mais elle n'y prête pas plus attention que ça. Lors de son 3e rendez-vous, tout se passe comme d'habitude. Puis au fur et à mesure de la discussion, Madame Leblanc demande à Carla si elle serait intéressée à l'idée de rencontrer son petit-fils, lui aussi célibataire. Alors au départ, Carla refuse gentiment, mais voyant que cela tenait beaucoup à cœur à Madame Leblanc, elle finit par accepter. Elle termine les soins, puis comme d'habitude, elle refixe un rendez-vous qui, lui, sera le dernier. Après sa journée de travail, Carla rentre chez elle, elle se douche, puis lorsqu'elle s'assoit dans son canapé, elle reçoit un message. C'est le petit-fils de Madame Leblanc, Louis. Ils commencent à discuter ensemble. Il a l'air sympathique et ils s'échangent quelques messages et aussi des photos. Louis est plutôt beau garçon, mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, Carla est très prise par son travail et n'a que très peu de moments pour répondre à Louis. Mais ils échangent comme ça pendant quelques jours. Carla ne se prend pas trop la tête. Et celui-ci, qui est pourtant assez sympathique depuis le départ, commence à s'agacer du peu d'intérêt que Carla lui porte. Carla lui explique donc gentiment qu'elle est vraiment très occupée et que finalement, elle n'a pas le temps actuellement pour entretenir quelconque relation. Et décide donc de dire à Louis qu'il est préférable qu'ils arrêtent de discuter ensemble car elle ne pouvait pas donner à Louis l'attention qu'il réclamait. Et à partir de ce moment, Louis a commencé à changer de comportement. Il était un peu plus agressif. Il envoyait plusieurs messages par jour à Carla du type « Tu ne sais pas ce que tu rates » ou « Laisse-moi te montrer que je vais changer ta vie ». Et Carla trouve son comportement très étrange, sachant qu'ils ne s'étaient jamais vus et qu'ils n'ont discuté ensemble que quelques jours. Donc finalement, Carla se dit qu'elle a bien fait de couper court à cette relation car Louis a l'air d'être assez excessif et bizarre. Mais il continue de l'appeler, à lui laisser des messages vocaux auxquels Carla ne prend pas la peine de répondre. Puis arrive le fameux dernier rendez-vous chez Madame Leblanc, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et là,
Je vous laisse imaginer la suite. Non, je rigole. Alors, elle sonne, comme à son habitude, chez Madame Leblanc, et après quelques secondes d'attente, la porte s'ouvre, mais à sa grande surprise, ce n'est pas Madame Leblanc qui lui ouvre la porte, mais Louis. Il l'invite à rentrer et Carla est un peu mal à l'aise, étant donné qu'elle n'a plus donné de nouvelles et qu'elle n'a jamais répondu à ses derniers messages. Elle essaie donc de se comporter de manière la plus naturelle possible, mais là, quand elle rentre dans la salle à manger, elle voit une table dressée avec des roses. Et inquiète de se retrouver seule avec Louis, elle demande où est Madame Leblanc afin de réaliser ses soins. Et Louis lui indique qu'elle est partie faire quelques courses et qu'elle va revenir d'ici 1 heure. Angoissée et ne souhaitant pas attendre 1 heure avec Louis, Carla dit qu'elle repassera plus tard car elle a d'autres rendez-vous et qu'elle ne peut pas se permettre de prendre du retard. Et là, Louis ferme la porte et dit à Carla d'un ton ferme qu'elle n'ira nulle part et qu'elle devrait jeter plutôt un coup d'œil au dîner qu'il lui a préparé exprès, rien que pour la Saint-Valentin, en terminant par lui faire un sourire effrayant. Carla regarde Louis avec incompréhension et se dit qu'elle va tenter d'apaiser la situation. Donc elle s'excuse de ne pas avoir répondu à ses appels, mais lui explique qu'elle était très occupée. Louis la prend alors dans ses bras en lui disant que tout ça n'est rien et que le principal, c'est qu'ils soient réunis pour la Saint-Valentin et que maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Carla ne sait pas comment réagir. Elle souhaite s'enfuir, mais elle a tellement peur de la réaction de Louis qu'elle décide de se contenir et de rentrer dans son jeu. Et Louis commence à discuter avec elle comme si de rien n'était, comme si cela faisait des années qu'ils étaient ensemble et il lui caresse les cheveux, comme si tout était tout à fait normal. Carla explique qu'à chaque fois que Louis passe ses doigts dans ses cheveux, elle ressent d'effroyables sensations qui lui glacent le sang. Et malgré ça, elle reste très calme. Carla raconte que Louis semblait totalement déconnecté de la réalité. Il lui parlait de mariage et de leurs futurs enfants. Il lui a même offert un collier en forme de cœur qu'il lui a attaché autour du cou. Puis, il a demandé à Carla de l'ouvrir. Et là, elle voit une photo d'elle à l'intérieur du bijou. Photo qu'ils avaient échangée par message le premier soir. Carla ne sait pas expliquer le malaise qu'elle a ressenti à ce moment-là. Elle était dans l'incompréhension totale. Puis Louis explique à Carla qu'il vit ici, dans une chambre à l'étage, du côté de l'impasse, là où Carla se gare à chaque fois qu'elle vient rendre visite à Madame Leblanc. Il explique aussi qu'il a eu le coup de foudre la première fois qu'il l'a vue et qu'il a regardé de son arrivée au domicile jusqu'à ce qu'elle reparte dans sa voiture et démarre. Et Carla trouve ça très flippant. Les larmes lui montent, mais elle se retient pour ne pas contrarier Louis. Carla regarde les minutes passées, mais toujours aucun signe de Madame Leblanc. Elle prend donc son téléphone pour essayer de la joindre, et là Louis saisit son téléphone et lui demande pourquoi elle est si pressée, alors qu'ils peuvent tous les deux profiter du dîner avec un air très ironique. Louis repose alors le téléphone de Carla sur le buffet, à l'opposé de la pièce. Louis, pour faire plaisir à Carla, lui apporte une tisane pour qu'elle se détende. Carla, elle est toujours assise au bord de la table dressée par Louis, mais elle ne veut pas boire cette tisane. Mais pourquoi ? Parce qu'elle remarque de légères traces de poudre blanche à la surface de cette tisane, comme un comprimé écrasé. Alors Carla explique qu'elle est sûre que c'est un moyen pour Louis de la droguer. Et pour Carla, c'en est trop. Elle décide de prendre les choses en main. Donc elle observe que sur le côté du salon, la grande baie vitrée qui donne vers l'extérieur n'est pas fermée. Elle sait que c'est sa chance d'échapper à Louis. Carla se canalise et demande donc à Louis, le sourire aux lèvres, s'il peut enfin lui servir le bon repas qu'il lui a préparé. Et Louis semble agréablement surpris et après avoir embrassé Carla sur le front, se dirige vers la cuisine. Et là, Carla va vite récupérer son téléphone sur le buffet et se précipite vers la baie vitrée. Elle parvient à l'ouvrir et court le plus vite possible vers l'allée où se trouve sa voiture. Une fois à l'intérieur, elle regarde dans son rétroviseur et aperçoit Louis qui commence à courir vers elle. Elle démarre le contact et parvient à partir au moment où Louis tente d'ouvrir la porte de son véhicule. Carla est dans sa voiture. Elle est traumatisée et ses nerfs lâchent. Elle pleure. Sur la route, Louis n'arrête pas d'envoyer des messages et d'appeler Carla en la menaçant et lui disant qu'elle a intérêt à revenir. En rentrant chez elle le soir et après avoir raconté l'histoire à l'une de ses copines, Carla décide d'envoyer à Louis un message le menaçant de la laisser tranquille, faute de quoi elle irait porter plainte. Depuis ce moment, Carla n'a plus de nouvelles ni de Louis
ni de Madame Leblanc, et elle explique que bien qu'elle soit très professionnelle, elle n'y serait jamais retournée et l'aurait dirigée vers l'une de ses collègues. Mais celle-ci ne s'est jamais manifestée. Depuis, Carla est traumatisée de ce qui lui est arrivé et à chaque fois qu'elle entre dans une maison d'un de ses patients, elle a le réflexe de regarder en haut, au niveau des fenêtres, pour voir si quelqu'un l'observe. Heureusement pour elle, rien ne s'est jamais reproduit depuis. Alors, qu'aurait fait Louis à Carla si elle était restée? Est-ce qu'il lui aurait fait du mal? L'aurait-il enfermée? Et est-ce que Madame Leblanc était complice? Malheureusement, on ne le saura jamais, mais je suis très contente de savoir que Carla s'en est sortie saine et sauve. Et j'ai voulu absolument vous raconter cette histoire parce que moi aussi j'ai été infirmière et c'est vrai que certains patients ou certaines patientes essaient de nous caser avec quelqu'un, un membre de leur famille qui est célibataire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous faites partie des métiers de l'aide à la personne, si ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Maintenant, on laisse Madame Leblanc de côté et c'est parti pour la deuxième histoire. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'Anaïs et de Thomas, un jeune couple qui célèbre leur première Saint-Valentin ensemble. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette soirée, qui devait être une soirée très romantique, va rapidement se transformer en cauchemar. Donc, cette histoire prend place le 14 février 2018. Anaïs a 24 ans et Thomas 26. Et ils sont ensemble depuis 6 mois. Et pour marquer leur première Saint-Valentin, Thomas a sorti le grand jeu. Il a réservé une table dans l'un des meilleurs restaurants de la ville de Bordeaux. Chapeau Thomas. Donc, aux alentours de 19h, Anaïs va chercher Thomas chez lui. Et oui, ils vivent encore chacun de leur côté et ensemble, ils se dirigent en voiture vers le restaurant où Thomas a réservé une table pour 19h30. Il se gare à une centaine de mètres du restaurant qui est situé au centre de Bordeaux, dans une petite ruelle assez calme et peu éclairée. Une fois arrivé, le couple s'installe à table et Anaïs, elle est tellement heureuse et époustouflée par le restaurant qu'elle prend un selfie du couple et le poste directement en story sur Instagram en identifiant le restaurant. Bref, les deux amoureux commencent leur repas en tête-à-tête et tout se passe parfaitement bien. Enfin, jusqu'à l'arrivée du plat, quand Anaïs reçoit un appel sur son téléphone et qu'elle voit le nom de Marc s'afficher sur son écran. Mais alors, c'est qui ce fameux Marc? Eh bien, c'est son dernier ex avec qui elle a eu une relation toxique pendant plus d'1 an. En fait, Anaïs nous explique que son ex était fou amoureux, mais qu'il était aussi très instable et extrêmement possessif. Elle précise qu'il avait une sorte d'emprise sur elle, qui l'empêchait de faire ce qu'elle voulait et qu'elle en a même eu peur car il a été jusqu'à la menacer avec un couteau. Et c'était la goutte de trop qui a fait qu'elle a mis fin à leur relation. C'était il y a plus d'1 an, mais depuis, elle n'a jamais eu de nouvelles. Mais bref, comme elle ne veut pas gâcher sa soirée avec Thomas, Anaïs décide d'ignorer l'appel et essaie de se reconcentrer sur la soirée et sur Thomas. Mais Thomas remarque rapidement son malaise et il lui demande ce qui ne va pas. Du coup, elle lui explique que son ex a essayé de l'appeler, mais qu'elle n'a aucune idée de pourquoi. Auparavant, Anaïs avait déjà rapidement parlé de son ex instable à Thomas. Donc Thomas sort la carte du bon copain compréhensif et il essaie de la rassurer comme il peut. La soirée continue et ils essaient de profiter de leur repas malgré 2 autres tentatives d'appel de Marc. Mais quelques minutes plus tard, Anaïs reçoit un message cette fois-ci. Thomas lui dit d'ouvrir le message pour voir ce qu'il veut, mais aussi pour lui répondre qu'il doit la laisser tranquille. Mais c'est là que ça devient vraiment flippant. Le message, c'est une photo d'Anaïs et Thomas prise de l'extérieur du restaurant à leur insu. Et en dessous, il y a le message « Vous êtes mignons tous les deux ». Là, Anaïs commence à avoir les larmes aux yeux parce que son angoisse monte. Elle réalise que son ex est dehors en train de les observer. Anaïs et Thomas sont maintenant clairement inquiets et ils se regardent et réalisent que la situation est plus grave qu'ils ne le pensent. Pour éviter toute confrontation au restaurant avec Marc, le couple décide donc de rentrer chez Thomas comme prévu. Donc, en sortant du restaurant, ils jettent des regards nerveux autour d'eux. En même temps, après cette photo, ils se sentent observés. Mais ils finissent par atteindre la voiture d'Anaïs sans souci. Anaïs étant perturbée par la situation et par son ex qui refait surface, c'est donc Thomas qui prend le volant et démarre rapidement. Sauf qu'au bout de quelques mètres, le couple entend un bruit de claquement continu au niveau de l'arrière du véhicule. Ce bruit devient de plus en plus rapide quand Thomas accélère et une vibration se fait ressentir dans tout le véhicule. Thomas comprend alors rapidement que l'un des pneus est crevé. Mais la coïncidence ne laisse aucun doute. Pour lui, c'est sûr,
c'est forcément Marc qui est à l'origine de cette crevaison. Dans la voiture, le couple discute de ce qu'il devrait faire. Thomas est déçu que cette soirée tourne au fiasco et il veut appeler la police. Mais Anaïs, elle, refuse par peur d'empirer les choses. Alors Thomas roule encore sur quelques mètres pour trouver un endroit éclairé dans la rue, se garer et pouvoir changer le pneu en toute sécurité. C'est au moment où Thomas sort de la voiture qu'Anaïs reçoit de nouveau un appel de son ex. Cette fois-ci, Anaïs décroche et dit à Marc que leur histoire, c'est du passé et qu'il doit passer à autre chose. Puis, elle le menace d'appeler la police s'il continue de l'harceler. Elle précise aussi qu'elle sait que c'est lui pour le pneu et qu'il risque de gros problèmes. Puis elle raccroche sans attendre une réponse de la part de Marc. Puis elle sort de la voiture pour donner un coup de main à Thomas, mais l'ambiance est légèrement tendue. Thomas est certain que si Anaïs n'avait pas posté cette photo, Marc ne les aurait pas retrouvés. Anaïs est d'accord, mais elle a encore le sentiment que Marc est toujours dans les parages. Alors elle balaye du regard la rue où ils sont garés. Il reste encore quelques minutes à Thomas pour pouvoir mettre la roue de secours quand Anaïs aperçoit au loin une silhouette familière, habillée de noir, marchant d'un pas décidé vers eux. Anaïs prévient tout de suite Thomas, qui arrête ce qu'il fait et qui la protège en se mettant devant elle. L'homme est à une centaine de mètres quand le couple s'aperçoit qu'il est cagoulé et ça ne présage rien de bon. Donc Thomas, pour tenter de lui faire peur, crie à l'homme qu'il est en train d'appeler la police et qu'elle est sur le point d'arriver. Mais ça ne semble pas effrayer l'homme en noir qui commence à courir dans leur direction. Jusqu'à ce que l'habitant d'une des maisons aux alentours, qui a entendu que Thomas criait, sorte de chez lui. Thomas et Anaïs sont surpris, se retournent vers lui une fraction de seconde, puis regardent dans la direction de l'homme en noir qui, lui, a disparu. Thomas court alors jusqu'au croisement de rue que l'homme a sûrement pris pour s'échapper, mais il ne voit personne. Alors, Thomas retourne vers Anaïs et leur sauveur et termine d'installer la roue de secours. Puis le couple remercie l'homme car ils ne savent pas ce qui aurait pu se passer s'il n'était pas sorti de chez lui. Puis ils rentrent chez eux, enfin chez Thomas. Anaïs et Thomas sont épuisés de leur soirée, ils veulent passer à autre chose, mais ils ne veulent pas ne rien faire non plus. Alors plutôt que d'appeler la police car ils n'ont aucune preuve que ce soit Marc, l'homme en noir ou même la personne qui a crevé le pneu, Anaïs décide alors d'appeler la mère de Marc qui l'avait aidé lors de leur rupture. Une fois au téléphone, elle lui raconte tout ce qu'ils ont vécu en détail. La photo, le message, les appels à répétition, le pneu crevé, puis l'homme en noir. Mais la mère de Marc semble perturbée au téléphone car elle explique que Marc a depuis quelque temps refait sa vie avec une certaine Émilie qui habite au centre de Bordeaux et qu'il était chez elle ce soir. Le soir même, Anaïs reçoit un long message de Marc expliquant que oui, il a envoyé le message, oui, il a appelé plusieurs fois, mais que c'était vraiment pour lui souhaiter une bonne continuation avec son nouveau copain et pour lui dire qu'il était passé à autre chose. Anaïs réalise alors que si ce n'était pas Marc qui a crevé son pneu et que ce n'est pas Marc non plus l'homme en noir, qui était cet individu? Et malheureusement, on ne saura jamais si c'était vraiment Marc à l'origine de la crevaison, si c'était Marc l'homme en noir, si sa mère le couvrait, ou si c'était un homme totalement inconnu qui avait de mauvaises intentions envers le couple. Dites-moi d'ailleurs, quelle est votre théorie sur cette histoire? Je suis curieuse de voir ça. Anaïs raconte que depuis cette fameuse Saint-Valentin, elle et Thomas ont passé un cap et que cet épisode a renforcé leur lien. Et ça les a même poussés à emménager ensemble et ils ne le regrettent pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que cette première Saint-Valentin restera gravée dans leur mémoire. Et c'est parti maintenant pour la troisième histoire. Et celle-ci n'a pas de lien avec les deux précédentes. En fait, je suis tombée dessus il y a quelques semaines et je veux vous la partager parce que j'avais exactement le même sous-sol qu'Ali. Mais enfin, je n'en dis pas plus, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'Ali, une jeune ado de 14 ans qui est une grande fan d'horreur en tout genre, que ce soit les films comme L'Exorciste, Trekt ou les Paranormal Activity, que pour les threads d'horreur. Ça doit sûrement être une fan du Joker aussi, tiens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les parents d'Ali viennent de se séparer et qu'Ali va vivre plus souvent chez sa mère car son père fait beaucoup de déplacements en semaine. Donc Ali et sa mère ont emménagé depuis peu au 4e étage d'un vieil immeuble. Un jour, la maman d'Ali lui demande si elle peut descendre les poubelles parce que l'ascenseur est en panne et que ça l'aiderait beaucoup que ce soit elle qui le fasse car il y a encore pas mal de cartons à ranger. Ali, même s'il y a 4 étages à descendre et qu'elle était en plein film d'horreur, accepte
pour aider sa mère. Ali commence donc à descendre les escaliers pour aller au sous-sol du bâtiment, là où se trouve le local poubelle. Et au plus elle descend d'étage et elle se rapproche du sous-sol, au plus elle entend des murmures en écho. Et elle se demande qui peut bien être au sous-sol. Alors à ce stade, je dois juste vous faire une petite pause pour vous donner quelques détails sur l'endroit où Ali se dirige, c'est-à-dire le local poubelle situé au sous-sol. Donc, imaginez que vous descendez l'escalier d'un vieil immeuble en béton pour vous rendre au sous-sol. Une fois que vous y êtes, imaginez que vous vous trouvez devant un grand parking intérieur très sombre et humide qui dégage une petite odeur de moisi. Ensuite, imaginez qu'il faut traverser ce parking sur une dizaine de mètres pour ensuite atteindre le local poubelle. Et bien c'est exactement cette zone qu'Ali doit traverser pour aller jeter sa poubelle. Mais ce n'est pas tout. Ali explique aussi que dans le sous-sol, les lumières ne sont pas automatiques, donc elle doit utiliser les interrupteurs. Elle précise donc qu'il y a 4 interrupteurs différents qui permettent d'allumer ou éteindre la lumière dans le sous-sol. Un situé au portail du parking, un autre dans le local poubelle, un autre à côté de l'ascenseur et le dernier devant l'escalier. Et maintenant, retournons à l'histoire. Du coup, une fois qu'elle a dévalé l'escalier et qu'elle arrive au sous-sol, Ali s'attend à ce que la lumière soit allumée et à ne pas être seule au sous-sol car c'est là que viennent les murmures. Et elle entend toujours les murmures jusqu'à ce qu'elle appuie sur l'interrupteur. Puis quand la lumière s'allume, plus rien. Ali se dit qu'elle a sûrement dû rêver, que c'est peut-être son film qui la travaille encore, ou encore que peut-être qu'à cause de l'écho, elle a mal situé l'origine des murmures. Donc bref, elle marche en direction du local poubelle, la lumière allumée, mais à peine elle a fait quelques pas en direction du local que la lumière du sous-sol s'éteint brusquement, ce qui la plonge dans une obscurité presque totale. Et c'est clairement l'une des pires choses à vivre, surtout quand on a le sentiment de ne pas être seul. Donc forcément, le cœur d'Ali fait un bond et elle se précipite pour allumer la lumière au niveau de l'escalier. Puis elle traverse le parking en courant super vite. Elle jette rapidement la poubelle dans le local. D'ailleurs, il y a très peu de chances que la poubelle ait atterri au bon endroit, mais clairement, ça lui importe peu. Et Ali s'enfuit le plus rapidement possible du sous-sol en courant dans les escaliers et rentre chez elle. Ali décide de ne pas en parler à sa mère parce que pour le coup, elle se dit que c'est peut-être juste un interrupteur défectueux ou un autre problème électrique, qu'elle s'est peut-être fait peur toute seule à cause de tous ces films qu'elle regarde, puis elle ne veut pas non plus inquiéter sa mère pour rien. En tout cas, dans ces moments, on essaie toujours de rationaliser. Et puis, après 2 semaines, un soir, Ali doit descendre de nouveau les poubelles. Forcément, elle n'a pas oublié le dernier incident, donc elle stresse un petit peu. Mais elle se dit que ça sera un bon moyen d'affronter sa peur pour enfin pouvoir passer à autre chose. Puis entre-temps, l'ascenseur de l'immeuble a été réparé, donc ça la rassure un peu. Ali prend donc l'ascenseur pour descendre et quand elle arrive au sous-sol et que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, elle s'empresse d'allumer la lumière qui est juste à côté. Et puis pendant quelques secondes, elle inspecte le sous-sol à gauche, puis à droite, mais rien d'anormal à signaler. Mais cette fois, Ali a prévu un plan. Elle prend le temps de poser un cabas vide au niveau des portes de l'ascenseur pour éviter qu'elle ne se referme derrière elle et que l'ascenseur quitte le sous-sol. Et si vous vous demandez pourquoi elle a ce cabas, eh bien la réponse, c'est qu'elle avait prévu ce cabas juste pour réaliser ce move. Mais c'est vraiment juste au cas où. Ensuite, Ali sort de l'ascenseur et se dirige vers le local poubelle prudemment. Elle parcourt la dizaine de mètres en restant sur ses gardes, puis elle dépose la poubelle et commence à faire demi-tour. Elle se dit qu'elle s'était vraiment monté la tête. Mais au moment où elle se dirige vers l'ascenseur, la lumière s'éteint d'un coup. Sauf que cette fois-ci, Ali entend distinctement que quelqu'un a appuyé sur l'interrupteur derrière elle, au niveau du local poubelle. Ali, elle réalise donc qu'elle n'est pas seule. Puis elle se met à courir de toutes ses forces en direction de l'ascenseur. Elle entend des bruits de pas derrière elle, mais elle ne se retourne pas. Et puis quand elle arrive dans l'ascenseur, elle donne un coup dans le cabas et appuie sur le bouton pour fermer les portes. Ali décrit la scène comme au ralenti, comme dans les films où on sait que le danger s'approche, mais que les portes mettent une éternité à se fermer. Et on peut la comprendre, quand on a peur, le temps semble très long. Mais par chance, l'ascenseur est réactif. Au moment où les portes se referment, Ali aperçoit un homme debout au beau milieu du parking dans le noir. Et cet homme semble sale, mal habillé, et il fixe Ali dans les yeux. Et ce n'est pas tout. Au moment où l'ascenseur commence à monter, Ali entend comme un
hurlement de rage qui provient du sous-sol. Une fois arrivée au dernier étage, Ali est complètement paniquée. Elle se jette dans les bras de sa mère dès qu'elle arrive à l'appartement et lui explique tout. Sa mère constate l'état de détresse dans lequel est sa fille et du coup, elle n'hésite pas une seule seconde à appeler la police. Finalement, la police arrive et commence à enquêter au sous-sol, mais ils ne trouvent rien. Par chance, dans le parking, il y a des caméras de surveillance suite à certains vols qu'il y a eu auparavant. Et grâce à ces caméras, les enquêteurs découvrent qu'un sans-abri connu de leur service pour vol et violence se cache dans le local poubelle depuis plusieurs semaines. Et en remontant 2 semaines en arrière sur les enregistrements, les enquêteurs découvrent aussi que le sans-abri était déjà là au moment où Ali avait descendu la première fois les poubelles et que c'était bien lui qui avait éteint la lumière. Quelques jours plus tard, Ali apprendra que la police a arrêté le sans-abri qui avait retrouvé refuge dans un autre sous-sol et avait rué de coups un homme qui se rendait à sa voiture. Depuis cet incident, Ali a suivi quelques séances de thérapie car elle en ressentait le besoin et elle a ralenti le rythme sur les films d'horreur et des threads. Pour Ali, cette expérience restera gravée dans sa mémoire. Un rappel que le monde peut être aussi effrayant que les histoires qu'elle aime écouter. Et je tenais absolument à raconter cette histoire parce que toutes les fois où je descendais les poubelles et que la lumière du local s'éteignait toute seule, pour le coup c'était vraiment toute seule parce qu'il y avait un minuteur. Le truc c'est que dans un sous-sol, il fait vraiment noir et que même à mon âge j'avais peur, alors à 14 ans je n'imagine même pas. Voilà, c'en est fini de cet épisode spécial Saint-Valentin. J'espère que ça vous a plu et surtout si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça nous fait énormément plaisir et surtout, je le répète, partagez cette vidéo un maximum pour faire un beau cadeau de Saint-Valentin au Joker. Sur ce, à la prochaine!